Alors, avant de commencer à proprement parler le cours de mécanique, il va falloir faire un détour par le monde des mathématiques et plus particulièrement par celui des vecteurs. En effet, c'est pas pour rien que la mécanique a longtemps été enseignée dans le cours de mathématiques, c'est parce que les liens qui la relient aux mathématiques sont très forts et ça utilise du coup des objets qui sont très utiles aux physiciens, mais peu découverts dans les études secondaires, et donc il va falloir essayer de creuser un petit peu, rappeler des choses, essayer de voir des correspondances qui auraient pu être évoquées mais pas forcément suffisamment appuyées dans vos études. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce chapitre d'introduction qui concerne des connaissances de base sur les vecteurs. Alors, avant de commencer, et pour ceux qui veulent s'entraîner un tout petit peu en anglais, il y aura ici deux excellentes vidéos de 3 Blue 1 Brown qui décrit en fait l'usage des vecteurs à la fois par la vision du physicien, du mathématicien et de l'informaticien. Et donc les trois visions vous seront utiles cette année, et donc ça peut être très intéressant de regarder ces petites vidéos. Mettez les sous-titres si vous en avez besoin, mais en tout cas ça permet de mettre les choses au clair, c'est très imagé et très sympathique. Alors, on va commencer par regarder qu'est-ce que c'est que les vecteurs, et on va faire une définition pratique de ce que c'est qu'un vecteur. Un vecteur, c'est une flèche qui aura tendance à relier deux points. Alors ces deux points peuvent être dans le plan ou dans l'espace pour le physicien, dans un espace à n dimensions pour le mathématicien, et on va définir cette flèche. Pour définir cette flèche, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de connaître sa longueur. Vous avez défini la flèche. Vous avez besoin de connaître sa direction. La direction, c'est la droite par laquelle elle est portée. Et sur cette droite, savoir dans quel sens ce vecteur va. Est-ce qu'il va vers la droite ou vers la gauche? Donc, on a besoin de trois choses pour définir notre flèche. La longueur, qu'on va appeler la norme du vecteur. La direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Et le sens, donc dans quel sens on se place sur cette direction, sur cette droite particulière. Alors en mathématiques, le point d'origine n'a pas d'importance, c'est-à-dire que les trois vecteurs AB, CD et EF que vous voyez sur ce petit dessin représentent exactement le même objet mathématique. Le vecteur AB, le vecteur CD et le vecteur EF, on va pouvoir écrire qu'il y a égalité, AB est égal à CD qui est égal à EF. Donc on a égalité de ces trois choses-là, mais en physique, de temps en temps, l'origine pourra avoir une importance. Par exemple, quand on va parler des forces, les forces, non seulement c'est un vecteur force, mais ce vecteur va aussi avoir, cette force va avoir un point d'application, et ce point d'application aura une importance particulière. Donc pour décrire une force, on aura besoin de deux choses, le vecteur force d'une part, et le point d'application d'autre part, qui va nous permettre de savoir où on se balade. Mais d'un point de vue mathématique, votre vecteur, c'est une flèche, et cette flèche peut se translater comme bon vous semble, au travers un petit peu partout, et c'est comme ça que vous pouvez voir des égalités qui vont se mettre à différents endroits, et souvent ça va vous permettre de simplifier un petit peu les choses. Donc ça, c'est la définition pratique en termes de flèche. Après, il va falloir faire une description de ce truc-là, et c'est d'ailleurs là où les petites vidéos de 3 Blue 1 Brown sont importantes, puisqu'ils montrent qu'un vecteur, c'est une collection de nombres. Donc on en a deux si on travaille dans le plan, 3 si on travaille dans un espace à 3 dimensions, n si on travaille à n dimensions. Donc c'est une collection de nombres, et deux vecteurs seront dits égaux si dans la même base, ils correspondent à la même collection de nombres. Donc un vecteur va pouvoir être décrit comme une collection ordonnée de nombres. Et ces nombres-là le définissent entièrement, et on va pouvoir travailler sur ces nombres-là. Et donc il y aura toujours la dualité entre la vision géométrique, vous avez votre flèche qui va de votre point A à votre point B et qui représente le vecteur AB,
et la vision algébrique qui va décrire vos vecteurs avec des nombres et sur lesquels on va pouvoir travailler. Alors, la base va avoir une certaine importance. Vous voyez que ici, on définit un vecteur U qui est vecteur horizontal, le vecteur W qui est vecteur vertical et le vecteur V qui est de travers comme ça. On voit que AB, dans la base UV, donc si j'écris dans la base UV, alors U il est à l'horizontale, V il est de travers, il peut s'écrire comme 1 fois U plus 2 fois V, et donc ça va s'écrire 1, 2, c'est-à-dire que vous avez AB qui s'écrit 1 fois U plus 2 fois V, donc qui correspond à la somme de ces deux vecteurs. Et en fait, la décomposition dans une base va être unique. Il y a une seule manière de décomposer un vecteur dans une base donnée. On ne peut pas le faire autrement. On ne peut pas avoir une autre combinaison, une somme de ces vecteurs multipliés par un nombre devant qui donne de nouveau le vecteur AB. Donc ça détermine entièrement votre vecteur AB. Alors votre vecteur AB, donc il peut s'écrire comme ça dans la base UV, mais dans la base, par exemple VW, vous voyez qu'il y a 3 fois V et moins W, puisque je vais vers le bas alors que W il va vers le haut. Et la dernière chose, il peut aussi s'écrire 3 fois U plus 2 fois W. Donc dans les différentes bases, vous allez avoir différentes écritures. Donc dans la base UV c'est 1, 2, dans la base VW c'est 3 moins 1, et dans la base finalement UW, ça va être 3, 2. Donc vous avez, il ne faut pas dire qu'il y a une seule combinaison de chiffres qui correspond à un vecteur. Par contre, dans une base donnée, un vecteur est entièrement déterminé par une seule combinaison de chiffres. Donc, il va falloir regarder ces choses-là et essayer de se ramener à des grandeurs connues. Alors, on va tout de suite faire un petit exercice de décomposition dans une base. Ce sera d'ailleurs à la question de cours correspondante, vous aurez un exercice de ce type-là. Vous avez les bases U, V, W et j'aimerais que vous déterminiez la décomposition dans chacune des bases de chacun des 3 vecteurs qui sont ici. Bien, vous avez rapidement écrit ces petites valeurs, donc on va corriger. Alors, je me suis fait un petit tableau qui correspond simplement aux différentes bases, UW, UV et VW, et donc on va regarder. Pour avoir le vecteur AB, vous voyez qu'il faut avancer de 4 carreaux et descendre de 1. Donc dans les coordonnées UW, j'avance de 4, donc j'avance de plus 4, et je descends de 1, c'est-à-dire j'avance de moins 1. Donc ça me donne 4U moins W qui correspond à ce premier vecteur AB. Si je veux utiliser le vecteur V, vous voyez qu'il va falloir que j'avance de 5 pour revenir 1 en arrière sur V. Donc je vais avoir une avancée de 5 et un moins 1 en utilisant le vecteur V. Et enfin, pour VW, le plus simple, c'est de monter de 4 en utilisant le vecteur V, enfin d'avancer de 4, et ensuite de descendre de 5, de la sorte, et donc j'ai 4 ici et moins 5 là. À noter qu'en fait, ces différentes relations peuvent se déduire les unes des autres, on va le voir tout à la fin. Donc d'abord, je fais les autres. CD. Pour aller de C à D, il faut que je recule de 3 et je monte de 3. Donc c'est du moins 3, 3. Ensuite, avec U, V, vous voyez que le V, je vais devoir, pour que c'est le seul qui a une composante verticale, donc je vais devoir utiliser 3V et reculer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 U. Donc j'ai moins 6
3, faites bien attention au fait que l'ordre dans lequel vous mettez vos chiffres est totalement important. C'est-à-dire que le vecteur moins 6, 3, c'est pas du tout le même que le vecteur 3, moins 6. Parce que 3U, ça fait comme ça, et moins 6, hop, on part dans ce sens-là. Donc c'est un vecteur qui va être de l'autre côté. Donc ça n'ira pas. Et en VW, vous voyez que je dois, c'est V qui me permet d'aller vers la gauche, donc je dois soustraire 3V et puis ajouter 6W, donc je vais avoir du moins 3, 6. Ok, et finalement pour EF, donc EF il est facile, j'avance de 3, je monte de 2. Pour UV, j'avance de 1, je monte en diagonale de 2, donc 1U et 2V. Et pour VW, je monte en diagonale de 3, enfin j'avance de 3 du coup, et je descends de 1, donc 3 moins 1. Alors pourquoi je dis que ces trois combinaisons en fait peuvent se déduire les unes des autres? Tout simplement parce que le vecteur V, comme vous voyez, il peut s'écrire U plus W. Donc quand j'ai par exemple AB, j'ai que AB, c'est en version explicite 4U moins W. Si je veux l'avoir en fonction de U et V, il va falloir que je me débarrasse de W au profit de V et de U, et vous avez que W, c'est V auquel je soustrais U. Ce qui veut dire que là, ça me fait 4U auquel je soustrais V moins U. Donc finalement, moins par moins, ça fait plus. Je vais avoir 5U moins V. Et c'est exactement ce que j'ai ici. Je fais encore le calcul avec U. De la même manière, W c'est V moins U. U c'est V moins W. Donc quand je remplace là, ça fait 4 fois V moins W, auquel je soustrais encore W. Et donc je me retrouve avec 4V moins 5W. Et fort heureusement, c'est aussi ce que j'ai obtenu en regardant directement le résultat pour mon vecteur. Donc, avec ça, vous êtes capable de faire un passage d'une vision en quadrillage à une vision purement algébrique avec des nombres pour décrire vos vecteurs plutôt que des flèches directement. Alors, on en vient à voir comment est-ce qu'on peut procéder à l'addition de plusieurs vecteurs, puisque c'est ce qui va être fort sympathique en algèbre linéaire, c'est que tout cela se comporte bien quand vous raisonnez sur des additions. Donc l'addition, on va voir l'aspect géométrique d'abord et l'aspect algébrique ensuite. Donc pour l'aspect géométrique, quand on additionne deux vecteurs, par exemple si on dit qu'un vecteur C c'est un vecteur A plus un vecteur B, eh bien il suffit de dessiner le vecteur A, donc par exemple là j'ai mon vecteur A, de rajouter le vecteur B à la suite en mettant l'extrémité non fléchée du vecteur sur la flèche du vecteur d'avant, et ensuite de suivre, le vecteur C va simplement être le vecteur qui va directement du point de départ au point d'arrivée finale, et vous suivez les flèches et comme ça vous êtes tranquille. On va avoir pas mal d'inégalités dites inégalités triangulaires parce que forcément quand vous sommez de vecteurs, ça dessine naturellement un vecteur, un triangle dans votre système. Bon, donc ça c'est l'aspect géométrique. Vous avez l'aspect algébrique. On va supposer que vos vecteurs, alors on va utiliser des notations de physiciens, c'est-à-dire qu'on a un vecteur A qui s'écrit AX selon le vecteur EX plus AY selon le vecteur Y. C'est-à-dire que dans la base EX, EY, quelle qu'elle soit pour le moment, même si le physicien va très souvent utiliser des bases orthonormées, donc dans la base EX, EY, j'ai mon vecteur qui est défini par les deux nombres AX et AY. Bien sûr, je pourrais en rajouter un AZ2Z, un ATET
tout ce que je veux en plus. On va raisonner à 2 dimensions, ce sera suffisant pour voir l'effet là-dessus. De la même manière, le vecteur B, il est défini par ces 2 composantes bx et by dans la base. Donc c'est bxex plus byey. Donc le vecteur C, qui est la somme de A et de B, va s'écrire ax ex plus ay ey, auquel j'ajoute bx ex plus by ey. Bien, donc là, on a une expression explicite. Moi, j'aimerais le ramener selon les vecteurs de base. Et donc, vous voyez que j'ai un axex plus du bxex. Je vais pouvoir mettre le ex en facteur. Et donc, je me retrouve avec du ax plus bx selon ex plus ay plus by selon ey, puisque là aussi, je peux mettre donc les termes en x qui sont là en facteur et ça me donne celui-ci, et les termes en y qui sont là et qui me donnent, quand je les remets ensemble, ceci. Et donc vous avez que la coordonnée de C, suivant x, vous avez que Cx, c'est simplement ax plus bx, et Cy, ça va être simplement ay plus by. On fait une sommation coordonnée par coordonnée pour obtenir notre vecteur final. Et donc vous avez que les composantes se somment bien gentiment, directement composante par composante. Donc ça permet de montrer les additions. Et on peut reprendre l'exercice d'avant et essayer de se dire, voilà, par exemple, que vaut le vecteur AB plus CD de manière algébrique. Donc AB plus CD, je pourrais le déterminer alors que je fasse AB plus CD ou CD plus AB, c'est pareil. CD plus AB, ce sera peut-être plus facile. Je vais de C à D et ensuite je vais de A à B. Donc j'avance de 4, je descends de 1. Donc ça va me faire ça. Donc CD plus AB, c'est censé me donner ce vecteur-là. On peut vérifier que si je fais CD plus AB et que je somme 4 plus moins 3, ça fait 1 et je me déplace bien de 1 vers la droite ici. Et moins 1 plus 3, ça fait 2 et je me déplace bien de 2 vers le haut là. Et donc vous avez bien que AB plus CD, c'est le vecteur 1, 2 qui correspond à celui que j'ai obtenu en faisant le petit dessin géométrique. Donc ça, ce sera important quand on va manipuler les différentes coordonnées de nos vecteurs et pour pouvoir obtenir des informations faciles en ne regardant finalement qu'un aspect algébrique, en oubliant un peu la géométrie, et plus loin on va revenir à la géométrie pour en faire une interprétation. C'est très puissant ça en règle générale, on démarre de la géométrie, on passe dans l'algèbre, on fait les calculs, on revient à la géométrie et on en déduit des choses sur la manière dont les choses se mettent ensemble géométriquement. Ok, donc ça pour l'addition, facile. Après, vous avez le produit scalaire. Alors, le produit scalaire, c'est un concept très utile dans les vecteurs. Et puis, vous aurez d'ailleurs toute une partie mathématique sur les produits scalaires. Mais ça sera déjà des maths relativement avancées. Nous, on va se contenter d'un produit scalaire de la manière dont vous l'avez défini quand vous étiez petit et de manière géométrique. Et ensuite, on regardera en utilisant des coordonnées. Mais à ce moment-là, il faudra se placer dans une base particulière qu'on appelle base orthonormée, parce que sinon ça ne se simplifiera pas aussi bien. Donc si je veux le produit scalaire d'un vecteur A avec un vecteur B, le produit scalaire, ça se représente avec un point centré comme ça. Donc là, ça se lit A scalaire B. Et A scalaire B, géométriquement, ça va être la norme de A multipliée par la norme de B multiplié par le cosinus de l'angle qui va de A à B. Alors comme c'est le cosinus, que l'angle aille de A à B ou de B à A, finalement c'est pareil. Donc où θ
c'est l'angle qui est en allant de A à B. Donc si je fais ma représentation graphique, j'ai le vecteur A par exemple qui est ici, j'ai le vecteur B qui pourrait être comme ça, et puis là j'ai l'angle θ. Alors, première chose à noter, votre expression est indépendante de l'ordre dans lequel vous donnez les choses. Pourquoi? Parce que si j'écris B scalaire A, c'est norme de B multiplié par norme de A, or la multiplication est gentiment commutative sur les réels, multiplié par cosinus de B à A, donc moins θ, mais cosinus de moins θ, c'est égal à cosinus θ. Donc en fait, on dit que le produit scalaire est commutatif, il est symétrique comme ça dans l'utilisation. A scalaire B, c'est la même chose que B scalaire A, et donc ça va nous permettre de visualiser et puis de simplifier pas mal certains calculs, de factoriser. En gros, c'est un produit qui se comporte comme le produit habituel, sauf qu'il agit sur des vecteurs. Alors à noter quand même que le produit scalaire, c'est un produit qui prend deux vecteurs et vous renvoie ce qu'on appelle un scalaire, c'est-à-dire en fait un nombre simple, et ce nombre simple, du coup, ça ne sera plus un vecteur. Donc le produit scalaire, il est commutatif et il renvoie, donc remarque, il est commutatif et ne renvoie qu'un simple nombre, renvoie un simple nombre et non un vecteur. Même si un nombre peut être considéré comme un espace vectoriel, on peut considérer des espaces vectoriels de dimension 1, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc pour nous, on fera quand même la différence entre un vecteur, c'est-à-dire un truc qui a au moins deux dimensions, et un nombre qui n'en a pas. Notez qu'en mathématiques, vous pourrez aussi avoir des produits scalaires à valeur complexe. Nous, on regarde ça d'un point de vue réel. Donc ici, norme de A, c'est-à-dire la longueur de la flèche A, correspondant au vecteur A. Norme de B, c'est la longueur de la flèche qui correspond au vecteur B. Et cosinus de l'angle qui est entre les deux. Alors notez que le signe du produit scalaire vous donne une information sur l'orientation relative de vos deux vecteurs. Je m'explique. Si vous avez un θ qui est comme ça, entre 0 et 90 degrés, plus ou moins 90 degrés, à ce moment-là, le cosinus, il est forcément positif. Donc, dans cette situation-là, vous avez que le produit scalaire est positif. Et donc, vous pouvez dire, comme vous voyez sur le dessin, A et B pointent globalement dans la même direction. Alors, ils sont pas collinaires, même si ce serait aussi le cas s'ils étaient collinaires. Ils sont pas collinaires dans la plupart des cas. Mais si vous deviez suivre des indications en disant, vous demandez à deux personnes où se trouve le lycée Kléber, à ce moment-là, les deux personnes vont pointer, ils vont pas pointer exactement dans la même direction, mais à peu près. Alors c'est la même direction, pas au sens mathématique, mais dans la même direction au sens commun, c'est-à-dire globalement ils vont vous orienter dans la bonne direction pour trouver le lycée. Si au contraire vous avez que A par exemple il est comme ça et puis B il va par là, vous avez un angle θ qui est compris entre pi sur 2 et pi en valeur absolue. À ce moment-là vous avez que cos θ il est négatif et donc A scalaire B va être négatif. Et si A et B sont négatifs, si A scalaire B est négatif, ça veut dire que vos deux vecteurs, s'il y en a un qui va plutôt vers la droite, l'autre va être plutôt vers la gauche. L'un va plutôt vers le haut, l'autre va être plutôt vers le bas, etc. Donc en prenant une direction moyenne au milieu, vous en avez un qui va à droite de cette direction, l'autre qui va à gauche de cette direction. On ne va pas pointer dans la même direction globale au sens commun. Et puis vous avez le cas particulier où les deux vecteurs sont perpendiculaires. Là,
quand deux vecteurs sont perpendiculaires, on dit qu'ils sont orthogonaux, le produit scalaire est nul, et en fait c'est une caractérisation du caractère orthogonal de deux vecteurs. Donc ça c'est un point intéressant à retenir. Quand les deux ont un angle de 90 degrés, plus ou moins 90 degrés entre eux, le produit scalaire est forcément nul. Notez bien que là je mets des flèches parce que je représente des vecteurs. En mathématiques, vous affranchirez des flèches parce que vous allez manipuler des trucs que vous n'aurez pas l'habitude de penser comme des vecteurs. Mais en physique, on va les mettre. Et là, c'est pas le vecteur nul. C'est vraiment le nombre 0. Le produit scalaire vaut 0 dans ce cas-là. Donc ça, c'est l'aspect géométrique pour interpréter nos vecteurs. Et vous avez aussi l'aspect algébrique. Alors l'aspect algébrique, donc il y a pour faire les calculs le fait que le produit scalaire soit commutatif. Donc ça je l'ai déjà dit mais je le redis. Il y a le fait, donc ça c'est commutatif, qui soit distributif, ça veut dire que c'est un produit comme le produit normal. Quand vous prenez une somme, c'est scalaire alpha A plus bêta B, ça va être égal à alpha C scalaire A plus bêta C scalaire B. Donc on peut le distribuer comme vous avez l'habitude de distribuer des sommes avec un produit extérieur, et ça va marcher de la même manière. Notez que les réels qui se baladent là peuvent sortir du produit scalaire, et là ce qui va m'intéresser c'est l'interaction qu'il y aura entre les deux vecteurs eux-mêmes. Bon, et maintenant quand vous êtes dans une base orthonormée, orthonormée, ça veut dire quoi? Ça s'abrège généralement une base orthonormée, c'est une bonne base. Donc dans une base orthonormée, vous avez que si A s'écrit AXEX plus AYEY, que B s'écrit BXEX plus BYEY, alors A scalaire B, c'est le produit, enfin la somme des produits composante par composante. Donc ça va être AX BX plus AY BY, puis s'il y avait une troisième dimension, ce serait du plus AZ BZ, etc. Et ça permet de calculer les produits scalaires. Les deux expressions qui sont là sont totalement interchangeables, totalement utilisables, et vous utiliserez l'une ou l'autre selon ce qui vous semble le plus simple. Alors, deux choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une base orthonormée? Une base orthonormée, c'est une base dans laquelle tous les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. C'est-à-dire quand vous prenez un vecteur de base et un deuxième vecteur de base qui n'est pas le même que le premier, alors ils sont orthogonaux, et orthogonaux ça veut dire le produit scalaire de l'un par l'autre fait 0. Deuxième chose, normé, ça veut dire que la norme de chacun des vecteurs de base vaut 1. Dans le système d'unité que vous avez choisi mathématiquement, mathématiquement c'est 1. En physique, ça dépendra de qu'est-ce que vous êtes en train de regarder. Par exemple, s'il y a une force, mais quand on se ramène toujours à des vecteurs de base, en fait, la dimension est dans la composante et pas dans le vecteur de base lui-même. Généralement, les vecteurs de base sont adimensionnés et donc ils ont une norme de 1. Et comment est-ce qu'on calcule la norme? Tout simplement en regardant le produit scalaire de A avec A. Vous voyez que c'est norme de A fois norme de A fois cosinus de 0, puisque A fait un angle de 0 avec lui-même, et cosinus de 0, ça vaut 1. Donc une remarque intéressante aussi encore, vous avez que A scalaire A, c'est norme de A fois norme de A fois cosinus de 0, et donc c'est égal à la norme de A
au carré. Donc quand vous voulez calculer la norme d'un vecteur, le plus simple, c'est faire le produit scalaire du vecteur avec lui-même. Bon, alors j'aimerais dans un premier temps que vous me démontriez cette expression-là en vous plaçant dans une base orthonormée. En 2 minutes, vous écrivez ça, vous prenez la caractéristique, il va falloir utiliser les deux hypothèses, le caractère orthogonal et le caractère hors normé de chaque vecteur de base, et vérifier que les termes croisés disparaissent et les termes qui correspondent au même vecteur de base, en fait, ne font plus intervenir que les produits des composantes. Alors, démontrons voir ce petit résultat juste pour s'entraîner dans la manipulation des structures algébriques sur les vecteurs. Donc, quand je veux faire A scalaire B, ce que je veux faire, en fait, c'est remplacer l'expression de A et l'expression de B dans la base orthonormée que j'ai AX, EX, EY. Donc, c'est AX, EX plus AY, EY, scalaire B, X, EX, plus BY, EY. Un produit scalaire, ça reste un produit, ce qui veut dire que je vais développer mes termes, je vais me retrouver avec du AX, EX, scalaire BX, EX, donc je vais pouvoir sortir les nombres, les scalaires devant, et il va me rester du EX, scalaire EX. Ensuite, je vais avoir du AX, EX, scalaire BY, EY, donc je vais avoir du AX, BY multiplié par le résultat du produit scalaire par EX et EY. Après, je vais avoir un terme, on va continuer là, je vais avoir un terme en AY, EY, BX, EX, donc AY, BX avec le résultat du produit scalaire EY, EX. Et enfin, je vais avoir un terme en AY, BY avec le résultat du produit scalaire entre EY et lui-même. Alors maintenant, utilisons les caractéristiques de notre base. C'est une base qui est orthogonale. Orthogonale, ça veut dire que les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux entre eux. S'ils sont orthogonaux, ça veut dire que forcément le produit scalaire de l'un avec l'autre fait 0. Donc EX scalaire EY, c'est 0. Et EY scalaire EX, pour la même raison, c'est 0. Donc les termes croisés sont morts. Qu'est-ce qui me reste? J'ai du EX scalaire EX. EX scalaire EX, c'est la norme de EX au carré, par la petite remarque qu'on a fait tout à l'heure. Or, comme j'ai une base qui est normée, cette norme est égale à 1, et 1 au carré, ça fait toujours 1. Et pour la même raison, EY scalaire EY, ça me donne 1. Résultat, la seule chose qui me reste là-dedans, c'est du AX BX plus AY BY. Ce qu'on demandait de démontrer. Alors on va encore faire un autre petit exercice. Regardez voir là, et on va faire le résultat du produit scalaire. Calculez-moi le résultat du produit scalaire de EF avec AB. Donc que vaut EF scalaire AB par la méthode de votre choix. Je vous laisse réfléchir. C'est bon? Alors, le plus simple, c'est de se placer dans une base orthonormée parce que EF scalaire AB, donc on peut rajouter EF qui va être du coup ici. Alors, je pourrais m'amuser à la règle à mesurer cette distance-là, mesurer l'angle entre les deux. Il faudrait encore que je mesure cette distance-là qui me donne l'unité de longueur et que je divise par ça pour avoir finalement dans la bonne unité le produit scalaire correspondant. Donc chacune des deux distances doit être divisée par cette unité de base. Donc c'est compliqué. J'ai pas d'informations particulières, j'ai pas de connaissances sur les angles. Il y a certains systèmes mécaniques notamment dans lesquels on va regarder l'évolution d'un angle et cet angle-là pourra être supposé comme connu, donc ça sera intéressant. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Donc le mieux, c'est d'utiliser l'expression algébrique. Et pour utiliser l'expression algébrique, j'ai besoin de me retrouver dans une base orthonormée. Or, ici, la seule base orthonormée, c'est la base qui fasse intervenir U et W, c'est-à-dire celle-là. Donc je vais utiliser les coordonnées qui sont là. J'ai la coordonnée pour EF selon mon premier vecteur de base orthonormé qui vaut 3, celle
pour AB vaut 4, donc ça me fait 3 fois 4, plus le produit de AY fois BY, donc 2 fois moins 1, donc finalement ça me fait moins 2, 3 fois 4 ça fait 12, moins 2, ça fait donc finalement un produit scalaire qui vaut 10. Ce produit scalaire est positif, on peut voir qu'effectivement les deux flèches tendent à pointer dans le même sens. Alors faites-moi rapidement le produit scalaire de AB avec CD. Déjà vous pouvez me prédire quel va être le signe de ce produit scalaire. Bah oui, bien sûr, il va être négatif. Donc ce produit scalaire AB scalaire CD, de nouveau je vais utiliser la base orthonormée correcte, donc c'est celle-ci, donc ça va être 4 multiplié par moins 3, plus moins 1 multiplié par 3, donc moins 3 finalement, donc ça fait 5 fois moins 3, et donc je me retrouve avec du moins 15, j'ai bien un truc qui est négatif comme on s'y attendait. Alors faites attention parce que si vous multipliez n'importe lesquels, ça va pas aller. Par exemple, si je prends UV, 5 fois 6, ça fait 30, donc j'ai du moins 30, donc j'aurai du moins 33, alors que le produit scalaire, c'est quelque chose qui est indépendant de la base. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est quelque chose d'intrinsèque à ces vecteurs-là, indépendamment de la base que vous choisissez, ça doit donner la même chose. Mais la formule qui dit que c'est AXBX plus AYBY, ça ne marche que pour une base orthonormée. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle base orthonormée. Si j'avais pris une base de travers comme ça, mais bien normée, à ce moment-là, j'aurais trouvé le même résultat, à savoir ici moins 15. Mais il faut faire attention, dans le cas général, pour se retrouver avec le caractère de base orthonormée pour pouvoir l'utiliser. Alors, non pas encore dernière chose, on a une partie 5 sur nos vecteurs, donc quelque chose dont j'ai déjà fait remarquer, mais la norme. Notamment, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe pour la norme quand on est en dimension 3. Donc la norme d'un vecteur, c'est la longueur de la flèche correspondante. Et cette norme de vecteur nous permet de trouver un théorème de Pythagore. Et oui, on va pouvoir démontrer le théorème de Pythagore en utilisant le fait que, la petite remarque d'avant, qui dit que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même vous donne la norme au carré. Pourquoi ? Si je prends un vecteur A quelconque, il a comme longueur norme de A. Ça, c'est la longueur de la flèche correspondante. Si je le mets dans un repère, dans une base orthonormée qui correspond à un quadrillage horizontal vertical, comme vous en avez bien l'habitude, l'axe des X, l'axe des Y. Ok. La longueur horizontale, par définition, c'est la quantité que je vais me déplacer selon le vecteur EX, donc c'est AX. La grandeur verticale, ça va être AY. Alors en valeur absolue, là j'ai pris des valeurs qui sont positives. Donc on a bien sûr que A, il s'écrit AX EX, plus AY EY, avec EX EY, une base orthonormée. Donc j'ai eu ma base orthonormée et j'aimerais démontrer le théorème de Pythagore. On a que, par définition, la norme, ou plutôt par définition géométrique, la norme au carré de mon vecteur, c'est égal au produit scalaire du vecteur par lui-même. C'est donc égal à AX fois BX, donc AX carré, puisque AX est égal à BX, plus AY BY, donc AY carré ici. Résultat, vous avez le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré, c'est la somme des carrés de chacun des autres côtés. Donc on retrouve que la norme va pouvoir s'écrire, par exemple, racine de AX carré plus AY carré. Et c'est ça le théorème de Pythagore, finalement. Votre théorème de Pythagore, c'est ainsi qu'il apparaît. Alors, remarque, si vous êtes à 3 dimensions, vous vous souvenez comment j'ai dit que ça se généralisait, le produit scalaire se généralise en disant que je prends AZ, je rajoute encore AZ fois BZ. Donc à 3 dimensions, vous allez avoir que la norme de votre vecteur A
va s'écrire, si j'ai AX, AY et AZ, racine de AX carré plus AY carré plus AZ carré. Et c'est c'est cette expression-là que l'on peut utiliser. Alors on peut se le visualiser en faisant apparaître deux triangles dans deux plans qui sont perpendiculaires l'un à l'autre, mais si jamais vous avez une norme à 3 dimensions à calculer, c'est toujours la somme des carrés. C'est pas parce qu'il y a 3 dimensions qu'il faut un cube quelque part, 4 dimensions, une puissance 4, non ça marche pas. C'est toujours des carrés parce que ça découle toujours du fait qu'on fasse A scalaire A et qu'on ait une norme au carré qui apparaisse là-dedans. Donc ça c'est pour la démonstration de mon théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore est relié aussi à un autre théorème qui nous servira quand même relativement souvent, qui est ce qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi, ou théorème de Pythagore généralisé. Alors, vous l'avez certainement croisé au moins une fois dans votre scolarité, peut-être pas retenu. Souvent, comme il est un tout petit peu compliqué, on a tendance à ne pas le retenir tout de suite. Mais il est particulièrement utile et donc on va essayer de le démontrer, ce théorème-là. Donc, pour le démontrer, je me place dans un triangle qui n'est pas un triangle rectangle. Comme ça, j'ai un triangle ABC. Et j'ai un angle θ qui est ici. Je vais noter... Donc ça, c'est des valeurs majuscules. Je vais noter à chaque fois le côté opposé à un point par la minuscule correspondante. Donc là, c'est la longueur petit c. Là, c'est le côté opposé au point A, donc c'est la longueur petit a. Et là, c'est le côté opposé au point B, donc c'est la longueur petit b. Al-Kashi, il me dit quoi? Il me dit qu'il y a un lien entre ces différentes longueurs qui ressemblent au théorème de Pythagore, et ce lien me dit que C au carré va être égal à A au carré plus B au carré moins 2 fois le produit AB fois le cosinus de l'angle qui est opposé au côté de longueur C. Voilà, alors effectivement, comme ça semble bizarre. D'où est-ce que ça vient? Pas moyen forcément de l'avoir de manière simple. Vous voyez, on va raisonner vectoriellement et on va obtenir le résultat. Alors, démonstration du théorème d'Al-Kashi. La démonstration se fait de la manière suivante. C carré, c'est la norme du vecteur AB au carré. C'est donc égal à AB scalaire AB. Bon, il ne reste plus qu'à montrer que AB scalaire AB est relié à ce truc-là. Alors, comme c'est souvent le cas, vous voyez que pour faire apparaître le petit b, le petit a, il va falloir que je fasse apparaître le vecteur AC et le vecteur CB. Donc je vais introduire par relation de Charles. Donc à chaque fois que vous avez un vecteur, ça j'en ai pas encore parlé, mais c'est important de se le noter, vous avez le droit de rajouter un point au milieu. Et donc le vecteur AB, c'est la même chose que AC plus CB. C'est en fait relié directement à la règle d'addition des vecteurs qu'on a énoncée tout à l'heure. Donc ça me fait AC plus CB. Très bien. Je développe ce truc-là, j'ai AC scalaire AC. Plus, je vais tout de suite développer les extrémités, CB scalaire CB. Plus AC scalaire CB, plus CB scalaire AC. Donc ce terme-là et ce terme-là. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Là, j'ai la norme du vecteur AC au carré. Là, j'ai la norme du vecteur CB au carré. J'utilise en fait la même définition qui m'a permis de passer de là à là. Tout va bien. Et là, en fait, AC scalaire CB, c'est la même chose que CB scalaire AC, puisque j'ai dit que le produit scalaire était commutatif. Donc j'ai 2 fois AC scalaire CB. Bien. Alors la norme de AC, c'est B. Donc j'ai du B carré. La norme de CB, c'est A. Donc j'ai du A carré. Vous voyez, ça ressemble. C'est déjà pas mal. Là, j'ai un 2 et j'ai un produit scalaire. Donc j'ai plus 2 fois norme de AC multiplié par la norme de CB multiplié par le cosinus de l'angle qui va de AC
ACB. Alors celui-là, il va falloir juste réfléchir pour pouvoir le visualiser. La norme de AC, c'est B. La norme de CB, c'est A. Donc j'ai mon 2AB. Reste plus qu'à montrer que le cosinus de cet angle-là, c'est moins cosinus θ. Et ACCB, pour voir l'angle qui va d'un vecteur à un autre, il faut toujours se remettre sur la même origine. Donc j'ai AC qui est comme ça, et CB, je vais le mettre là. Donc l'angle qui va de AC à CB, c'est celui-ci. Je peux l'appeler phi. Donc en fait, c'est celui-ci. Et vous voyez que phi, c'est pi moins θ. Et donc je me retrouve avec du b carré plus a carré plus 2 fois ab cosinus de pi moins θ. Et cosinus de pi moins θ, vous connaissez maintenant vos relations trigonométriques, c'est moins cosinus θ. Donc j'ai bien, en le remettant dans le sens habituel, mais ça c'est bien l'addition est gentiment commutative, la multiplication aussi. Donc cosinus de pi moins θ, c'est moins cosinus θ, et j'ai la relation d'Al-Kashi qui a été démontrée. Voilà pour le théorème d'Al-Kashi. Il nous servira quand même à de nombreuses reprises. Alors, si jamais vous vous souvenez plus s'il y a un plus, il y a un moins, il y a un 2, il n'y a pas de 2, le mieux c'est encore de revenir parce que vous allez acquérir des capacités de calcul avec les vecteurs qui vont être assez développées et donc le mieux c'est encore de refaire les calculs avec les vecteurs. La plupart du temps, ça permet de retrouver et de s'assurer qu'on a bien la bonne expression pour le théorème d'Al-Kashi. Alors, les deux dernières choses dont je voudrais vous parler, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a égalité entre deux vecteurs? Égalité entre deux vecteurs. S'il y a égalité entre deux vecteurs, si A égale B ou égale à alpha B, alors forcément vous avez que A est collinéaire à B. Ils vont forcément dans le même sens. Et c'est pour ça qu'il faut éviter, comme la peste, d'écrire des choses comme ça. Supposons que vous ayez un vecteur T qui représente la tension d'un ressort, quelque chose. Et vous vous dites, ah bah tiens, je vais appeler Tx le vecteur qui correspond à la projection de cette tension suivant l'axe des X. J'ai le droit. C'est-à-dire que vous avez votre ressort qui est comme ça, par exemple, avec la petite masse qui est accrochée au bout. Vous avez le vecteur T qui va comme ça, et vous vous dites, ben moi je vais appeler Tx le vecteur qui correspond ici. De sorte que normalement T ce soit un Tx plus un Ty. C'est relativement naturel. Oui, vous avez le droit, mais en aucun cas, vous n'avez le droit d'écrire que T est égal à Tx. Ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas dans la même direction, au sens mathématique cette fois-ci du terme. Ils ne sont pas portés par la même droite. Il ne peut donc pas y avoir égalité. S'il y a égalité entre deux vecteurs, ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors attention, s'il y a une somme, il n'y a pas de souci, hein, vous avez bien que T il est égal à Tx plus Ty. Ça, j'ai le droit en définissant un Ty qui serait un vecteur vertical comme ça. Ça, c'est correct. Mais à un moment ou à un autre, vous serez tenté de dire « Ah bah P en fait, c'est la projection sur X et puis je m'intéresse juste à ça. » Vous n'avez pas le droit. Par contre, ce que vous avez le droit d'écrire, c'est que T scalaire Ex, le produit scalaire de T avec Ex, avec la direction horizontale, bah, c'est un certain nombre qui va être, je vous le donne en ville, la décomposition de votre vecteur sur votre base. Et la décomposition en base orthonormée un peu plus loin. Oui. Ok, alors, donc ça, faites bien attention, quand il y a des égalités, il faut être sûr
que les deux vecteurs soient bien collinéaires. Dernière chose, vous pouvez raisonner par homogénéité. Homogénéité mathématique. Alors bien sûr, un vecteur vitesse ne peut jamais être égal à un vecteur force. Ça, c'est déjà une première chose. Ça a beau être deux vecteurs qui sont mathématiquement du coup homogènes. L'un, c'est une vitesse, une distance divisée par un temps. L'autre, c'est une force, donc c'est exprimé en newton dans les unités du système international. Ou alors, c'est une masse fois une distance divisée par un temps au carré. Donc, ça ne marchera pas. Par contre, un vecteur ne peut jamais être égal à un nombre. Pas possible. Mais vous pouvez, donc il faut faire attention à la manière dont vous allez organiser les choses. Vous pouvez faire un produit scalaire d'un vecteur avec un vecteur. J'avais un produit scalaire d'un vecteur avec un nombre. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des produits vectoriels aussi. On va l'introduire un petit peu plus tard, mais là je vais déjà mettre le signe et le produit vectoriel de deux vecteurs. Ça vous donne un vecteur. Donc il n'y a pas de sens de faire un produit vectoriel d'un vecteur avec un nombre. Et ce vecteur qui arrive, vous pouvez l'utiliser dans un autre produit à base de vecteurs, produit scalaire ou produit vectoriel. Donc, je vais vous écrire, on va faire tout de suite un exercice. Je vais vous écrire une suite d'égalités et 2 à 2, vous allez pouvoir me dire s'il y a une chance pour que les égalités successives soient valides. Donc là, par exemple, A, c'est B plus C, ce serait égal à B scalaire D, qui serait égal à 42, qui serait égal à A scalaire D multiplié par B scalaire C, qui serait égal à A scalaire B selon D, qui serait égal à A vectoriel D, qui serait égal à A vectoriel B scalaire C. Voilà, donc à chaque fois, vous prenez une égalité comme ça, et puis vous me dites si le signe égal peut ou ne peut pas, d'un point de vue de l'homogénéité mathématique, être placé à cet endroit-là. C'est bon? Alors, je prends mon rouge, je prends mon vert et je regarde. A égale B plus C. À gauche, j'ai un vecteur. À droite, j'ai une somme de vecteurs. Donc ça, c'est bon. Ça peut être correct. Après, ça dépend de A, de B et de C. Mais en tout cas, vectoriellement parlant, ça peut être correct. B plus C égale B scalaire D. B scalaire D, ça me donne un nombre. B plus C, ça me donne un vecteur. Donc cette égalité-là, elle n'est pas possible. B scalaire D égale 42. B scalaire D, c'est un nombre. 42, c'est un nombre. Donc, c'est possible. Alors, A scalaire D, c'est un nombre. Je le multiplie par B scalaire C, qui est un autre nombre. Donc j'ai un nombre fois un nombre, ça me donne un nombre. C'est possible. A scalaire B, c'est un nombre. Et là, j'ai un nombre que multiplie un vecteur. Donc l'ensemble, c'est un vecteur. Et ce vecteur ne peut pas être égal à un nombre. Un produit vectoriel vous renvoie un vecteur. On a dit que ce machin-là, c'était un vecteur, donc c'est possible. Et A vectoriel B, ça me donne un vecteur. Vecteur scalaire un vecteur, ça me donne un nombre. Et un nombre ne peut pas être égal à un vecteur. Voilà. Dans la prochaine section, la prochaine partie, on va parler des projections, qui vont être l'essentiel du fonds de commerce en les difficultés en mécanique. Donc ça vaut le fait d'avoir une partie qui lui est entièrement consacrée. Puis après, on parlera peut-être équation différentielle vectorielle pour s'amuser un petit peu.